On ne parlera jamais assez du paludisme, qui est une maladie très grave, une maladie qui est très répandue dans la zone intertropicale de l'Afrique, souvent une maladie qui survient dans les pays pauvres situés dans cette zone-là malheureusement. Donc le paludisme est donc une maladie parasitaire due à la transmission du plasmodium qui le parasite en question, par la piqûre de moustique femelle appelée anophèle. Il se manifeste par la fièvre qui survient le soir, suivie de sueurs profuses, c'est-à-dire vous faites la fièvre, ensuite vous faites des sueurs profuses et après vous faites des frissons. Et c'est la succession cyclique de ces trois éléments qui détermine la survenue d'un paludisme. Il est souvent associé à un manque d'appétit, c'est-à-dire vous n'avez pas l'appétit pour manger, une fatigue, des douleurs musculaires et parfois des signes digestifs, à savoir les nausées et les vomissements qui ne sont pas spécifiques. Les vomissements, la plupart du temps, qui sont bilieux, comme vous le savez. Il peut être grave, on le décrit deux formes graves. La forme grave anémique, on parle de paludisme grave dans sa forme anémique, où vous avez le paludisme, vous l'avez négligé, et vous avez une anémie qui est associée à cela. On parle de paludisme grave dans sa forme anémique. Et il y a les formes neurologiques où vous faites le paludisme et vous vous négligez. Le paludisme va envahir le cerveau et donner des signes neurologiques comme les convulsions. On parle de paludisme grave dans sa forme neurologique. Tenez-vous bien, il y a des enfants chez qui vous allez avoir les deux formes associées, c'est-à-dire un paludisme grave dans sa forme anémique et en même temps neurologique. Donc si vous négligez vos enfants et que vous ne les amenez pas tôt, dès que la fièvre commence, vous pouvez les amener à tomber dans une situation où la prise en charge n'est pas toujours facile, même quand on trouve un plateau technique de compétences avérées. Souvent pris à tort pour une affection banale, le paludisme est et reste une affection redoutable de tous les temps qu'il vaut mieux congédier très tôt. Donc dès que vous voyez qu'il y a une anomalie, quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas attendre que ça se complique, mais il faut plutôt faire recours à des moyens efficaces de peur de tomber dans ces complications-là. L'automédication est à proscrire ici, parce qu'à force de donner des médicaments, et aujourd'hui, demain, après-demain, vous amenez vos enfants à descendre progressivement dans les complications sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous ne vous en rendez compte que quand le pire est là déjà, et parfois, quand le pire est là, c'est difficile de vous récupérer votre enfant. Donc, la nécessité d'aller à l'hôpital est une obligation dès que les signes apparaissent. Sa prévention passe par les moustiquaires, les grillages aux portes et fenêtres, le nettoyage, le sarclage des alentours de maison et la destruction de tout gîte larvaire, les flaques d'eau stagnantes autour des maisons. La fièvre typhoïde, encore appelée la maladie des messales ou salmonellose, est une infection digestive qui se transmet par les messales et une alimentation non saine, la plupart du temps l'administration des crudités non ou mal lavées. Elle se manifeste par une fièvre qui évolue progressivement pour atteindre au bout de 2 semaines un plateau de 40 degrés. Vous faites une fièvre qui atteint 40 degrés et qui refuse finalement de descendre, associée souvent à un état de prostration, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et parfois un ictère. Elle nécessite un traitement efficace précoce, car si rien n'est fait, les parasites vont se loger dans ce qu'on appelle des plaques de Peyer situées au niveau des intestins, la portion intestinale qu'on appelle l'iléon, pour entraîner une perforation de l'intestin à ce niveau-là. Et si l'intestin se perfore, c'est que les selles vont être déversées dans votre abdomen, dans l'abdomen de votre enfant, d'où le tableau de douleur abdominale va s'aggraver et va obliger et contraindre le chirurgien à l'opérer, à réséquer cette partie de l'intestin qui est perforée et reconnecter cela. On parle de résection iléale plus anastomose ilo-iléale terminale. C'est un terme technique pour dire un peu la souffrance du chirurgien au bloc, pour réparer ce que vous avez dû favoriser par votre négligence. Donc il est important de prendre des précautions dans ce cas-là pour prévenir la survenue des maladies. En se lavant les mains dès qu'on revient à la maison, en se lavant les mains dès qu'on revient des toilettes, WC, quand tu vas aux toilettes, tu reviens, tu laves les mains. Avant de manger, tu laves les mains. Avant de faire la cuisine, tu laves les mains. Et il faut apprendre cela et inculquer cela absolument aux enfants pour pouvoir s'en sortir et prévenir ce mal qui est très dangereux. Nous allons maintenant parler des infections digestives. Les infections digestives regroupent l'ensemble des manifestations digestives
liées à une infection du tube digestif. On distingue deux types d'infections digestives, les infections digestives hautes et les infections digestives basses. Ces infections peuvent s'accompagner d'une fièvre au cas où il y a une infection bactérienne associée. Donc, l'infection bactérienne va donner la fièvre si c'est elle qui est responsable de l'infection digestive. Les infections digestives hautes vont se manifester par des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales la plupart du temps. Et lorsqu'il s'agit des infections digestives basses, vous allez avoir comme signe des douleurs abdominales à type de coliques, des diarrhées. Et voilà, c'est souvent ce qui arrive la plupart du temps. Donc la fièvre, comme je le disais, est le témoin d'une infection bactérienne. L'absence de fièvre, par contre, est souvent le témoin d'une affection parasitaire ou une intoxication alimentaire. Cela veut dire, soit vous avez une maladie liée à la présence des vers dans votre tube digestif, ou vous avez mangé quelque chose que votre corps n'a pas accepté, que votre tube digestif a rejeté. Vous allez avoir des symptômes comme ça qui vont vous amener à vomir, mais dès que tout s'équilibre, vous vous retrouvez facilement. Il ne faut pas oublier que ces signes peuvent évoluer très vite vers une déshydratation très sévère, c'est-à-dire une perte de liquide importante, ce qui va conduire à des troubles, une baisse du taux de sodium, une baisse du taux de calcium, de quoi engendrer des complications, même des convulsions parfois, si vous ne vous faites pas suivre à temps par le spécialiste. Ou si vous n'amenez pas très tôt votre enfant chez le spécialiste. Nous allons parler des parasitoses intestinales. Les parasitoses intestinales sont des affections liées à la présence des parasites communément appelés vers, les vers ou les helminths dans le tube digestif. Elles vont se manifester par plusieurs symptômes, à savoir une toux lors du passage des parasites dans les poumons, des douleurs abdominales. Les douleurs abdominales sont liées à la présence des vers dans l'abdomen, des nausées, des vomissements. Le prélude de l'anus, c'est les enfants qui grattent l'anus quand ils dorment. Il faut penser à cela. Dès que vous constatez cela, vous devez savoir que votre enfant est en train de souffrir d'une infection parasitaire, une parasitose intestinale. La plupart du temps, on peut avoir aussi une diarrhée. La diarrhée peut aussi traduire une parasitose intestinale. Donc, elle s'attrape par un manque d'hygiène, surtout le défaut d'hygiène alimentaire, mais surtout le défaut de lavage des mains. Le lavage des mains à lui seul peut vous permettre de prévenir ces affections-là. Mais il faut savoir que le déparasitage doit être systématique à partir du moment où l'enfant a commencé par prendre d'autres repas en dehors de l'allaitement maternel. Tant que l'enfant prend l'allaitement maternel, pas besoin de les déparasiter, mais dès que vous commencez par introduire les repas normaux, les repas que nous connaissons, vous allez devoir commencer par le déparasiter tous les 3 mois. Le mieux, c'est de consulter un spécialiste dès que vous remarquez une anomalie de ce genre sur votre enfant. Les infections respiratoires aiguës sont des infections respiratoires, de l'appareil respiratoire dues à une infection. On distingue généralement les bronchites et les pneumonies. Les bronchites sont les inflammations des bronches, et les pneumonies, les inflammations infectieuses des poumons. Alors, elles vont s'accompagner de fièvre et se manifestent donc pour les pneumonies par des toux sèches. Une toux sèche, c'est une toux au cours de laquelle l'enfant ne crache rien du tout. Quand on crache, on parle de toux productive. On parle de toux sèche, des douleurs thoraciques à titre de point de côté. J'ai mal ici, j'ai mal là, une douleur thoracique associée et parfois une fatigue liée au fait que l'enfant tousse plusieurs fois. Et la plupart du temps, ces toux vont les amener à ne pas bien dormir la nuit, ce qui va faire que le matin, ils sont encore plus fatigués. En ce qui concerne les bronchites, qui sont les inflammations des bronches, elles vont se manifester par des toux productifs, c'est-à-dire l'enfant tousse et crache, et des difficultés respiratoires et également aussi de la fatigue. On distingue également des bronchites asthmatiformes qui sont des bronchites au cours desquelles l'enfant va émettre des bruits, des respirations sifflantes qu'on appelle des sibilances audibles qui vont simuler la crise d'asthme. Dans ces conditions, il faut savoir que c'est une infection qui est sévère et faire recours très tôt aux spécialistes. Les rhinites ne sont pas à négliger, qui sont les inflammations des voies aériennes supérieures et qui peuvent souvent être associées aux bronchites. On a souvent donc des rhinobronchites.
Il y a des traitements spécifiques bien établis pour le traitement de ces affections. Donc dès que votre enfant voit apparaître ces signes, ces symptômes sur lui, n'hésitez pas à faire recours aux spécialistes. La méningite, comme vous avez souvent entendu parler de cela, est une infection des méninges qui constitue les enveloppes qui entourent le cerveau et la moelle épinière, point de départ de tous les nerfs de notre corps. L'infection des méninges, appelée méningite, va se manifester par une raideur de la nuque, des convulsions, et c'est cela qui va vous amener à conduire votre enfant à l'hôpital. Et souvent, le médecin va devoir faire une ponction du liquide qui est logé dans le canal rachidien, appelé liquide céphalo-rachidien, par la ponction lombaire, pour analyser ce liquide avant de conclure à une méningite. Donc, lorsque vous avez un enfant qui fait une fièvre, qui fait des convulsions, avec une raideur de la nuque, c'est-à-dire une partie de quindé du cou, vous le soulevez, la tête et le cou sont bloqués comme ça en unité, et vous savez que ça ne va pas et que c'est probablement une affection des méninges. Il faut très vite faire recours au pédiatre pour se faire soigner à temps. Parce que une prise en charge précoce et un traitement bien conduit permettent de guérir entièrement de ce mal. Son diagnostic donc, est facile à faire si vous tombez très vite dans le main d'un bon spécialiste. Pour conclure, nous dirons qu'une bonne connaissance des affections fréquentes chez les enfants de 0 à 15 ans permettront aux parents de déceler très tôt ces pathologies afin de les orienter précocement vers le spécialiste qui mettra le traitement adéquat qu'il faudra pour qu'ils puissent en guérir. Ceci est le rôle donc essentiel des parents que nous sommes ou que nous voulons devenir pour un bon accompagnement de nos enfants au cours de cette période de leur vie. Chers amis internautes, c'est pour nous un grand plaisir de vous annoncer que nous sommes à la fin de ce numéro. Et notre prochain numéro va parler plutôt des maladies du troisième âge. Au cours du prochain numéro, donc, nous parlerons des différentes affections auxquelles on doit se préparer lorsque on aborde les 45 ans et plus. Donc, en attendant d'y arriver, je vous dis merci pour votre attention. Bye.